Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Usereau s'entretient avec un ancien joueur des filiales des Braves, Yvan Dubois. En compagnie de M. Yvan Dubois. M. Dubois, très content de vous rencontrer aujourd'hui pour nous parler de votre carrière professionnelle d'1 an, mais vous avez quand même joué 1 an de plus que la plupart des jeunes qui jouent au baseball aimeraient. M. Dubois, j'aimerais qu'on commence avec votre intérêt pour le baseball. Ça a commencé quand vous étiez jeune? Parce que, bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de sports. Dans le temps, il y avait le hockey, il y avait le baseball. Vous avez choisi le baseball. J'ai choisi le baseball, mais j'ai joué aussi beaucoup au hockey. Oui. Mais le baseball, j'ai commencé à le pratiquer très très jeune. Ce qui s'est produit, nous habitions à Montréal et à l'âge de 6 ans, mon père est décédé et on est allé habiter à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était à ce moment-là Saint-Jean-d'Iberville. Et j'ai fait évidemment mes études élémentaires à Saint-Jean et j'ai rencontré à ce moment-là, dès la première année, mon ami Claude Raymond. Et on a commencé à jouer au baseball au coin de la rue. Dans un lot vacant, on se rencontrait à partir de l'âge peut-être de 9 ans ou 10 ans. Et on jouait au baseball en fin de journée. On s'organisait, puis on essayait d'imiter les meilleurs joueurs qu'on avait à Saint-Jean à l'époque, parce que les Braves de Saint-Jean faisaient partie de la Ligue provinciale, et il y avait à ce moment-là des gens qui avaient déjà joué les majeurs, et d'autres qui ont joué par la suite des majeurs. Donc c'est un calibre de jeu qui était assez élevé, et on avait chacun nos idoles au sein de l'équipe des Braves de Saint-Jean. Et c'est comme ça que mon intérêt a grandi pour le baseball. Et à très bas âge, j'avais probablement 14 ans à l'époque, et c'était un peu la même chose pour Claude. On a joué junior, et on jouait là avec des joueurs dont l'âge atteignait souvent 20-21 ans. Et on a joué quand même avec ces personnes-là, et on a appris beaucoup. Et on a développé davantage notre intérêt pour le baseball. Et par la suite, à l'âge de 14 ans, nous sommes revenus à Montréal à cause de mon frère, l'aîné, qui a joué un peu le rôle de mon père suite à son décès. Et on est venu à Montréal, et c'est là que j'ai poursuivi mon intérêt pour le baseball. J'ignorais le calibre des ligues à Montréal, et j'ai voulu me rendre au Parc Jarry, qui était pas tellement loin de l'endroit où on habitait. Et au Parc Jarry, j'ai finalement rencontré l'instructeur d'un club Bantam qui s'appelait le Club de la Police. Et là, j'ai demandé si je pouvais, c'était au début de la saison, et j'ai demandé si je pouvais me rendre à l'entraînement et s'il pouvait considérer ma candidature pour jouer avec son club. Alors j'ai finalement signé mon premier contrat parce qu'à ce moment-là on signait un contrat, et je pense que c'était régi par un service de la Ville de Montréal. Vous aviez 14 ans à ce moment-là? J'avais 14 ans, oui. Et là, j'ai joué Bantam. Ça a été vraiment très, très intéressant. J'ai constaté évidemment que le calibre était peut-être différent de celui
pratiqué avant mon départ de Saint-Jean. Ouais. Mais n'enlève pas moins que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer pour cette équipe-là. Et l'équipe a connu beaucoup de succès. Est-ce que Claude Raymond a fait le show à Montréal à un moment donné? Est-ce que vous êtes retrouvés dans la même équipe tous les deux? Non, ce qui s'est produit, c'est que après le Bantam, j'ai été invité par le club Villeray, un club junior à Montréal, à l'époque, qui faisait partie de la Ligue Montréal Royale Junior. Je suis allé au camp d'entraînement, si on peut appeler ça un camp d'entraînement, du club Villeray. Et finalement, il y avait un instructeur qui s'appelait Laurent Barry, vraiment un homme exceptionnel sur le plan humain. Et il m'avait dit, si tu veux, je vais accepter que tu demeures avec l'équipe comme deuxième receveur. Et fais-moi confiance, tu vas apprendre avec moi, je connais ton âge, je connais tes aptitudes, puis tu vas apprendre beaucoup de choses avec moi. Alors j'avais confiance dans cet homme-là, et je pense que l'avenir m'a donné raison, et j'ai accepté les conditions de Villeray. Mais la première partie, à la partie d'ouverture, on jouait contre à Rosemont. Et là, notre receveur attitré, qui avait peut-être 20 ans, qui s'appelait Guy Sigouin, qui est devenu aussi un de mes bons amis. Alors Guy s'est fracturé un doigt à la première partie de la saison. Et là, il n'a pas terminé la première partie. C'est moi qui a terminé la joute. Et là, j'ai joué à cette position-là toute la saison. J'ai jamais. Guy a joué, lui. Guy est revenu une fois qu'il était rétabli, puis il a joué dans le champ extérieur, c'est mon mémoire fidèle. Alors, et après mon séjour avec Villeray, il existait à l'époque une ligue qui s'appelle la Ligue Laurentienne. Et la Ligue Laurentienne incluait des équipes de Saint-Jérôme, de La Chute, d'autres villes, dont Saint-Eustache. C'est une ligue du nord de Montréal et qui était reconnue pour avoir un très bon calibre, ça, dans les années 50. C'est encore là, c'est une ligue qui était composée aussi de beaucoup d'Américains. Il y avait beaucoup d'Américains qui jouaient dans la ligue, d'excellents joueurs. C'est bien évident des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et finalement, j'ai accepté leur invitation et ils m'ont demandé de signer un contrat pour eux. Là, évidemment, il fallait que j'en parle à mon frère. J'étais un mineur. C'était du semi-professionnel, c'est la Ligue Laurentienne? C'était semi-professionnel. Ouais. Et là, on m'offrait, si ma mémoire est fidèle, je pense qu'on m'offrait 35$ par semaine. Là, je dis ça à mon frère. Voyons, si père, on va pour jouer au baseball. Mon frère aîné, qui n'avait jamais vu une partie de baseball. D'ailleurs, il n'a jamais assisté à une partie de baseball. C'est un intellectuel, c'est un mélomane. Puis, lui, en revenait pas, lui, que je sois payé pour. Alors, finalement, j'ai laissé tomber toutes mes autres occupations qui me permettaient d'avoir des petits revenus pour aider ma mère, puis aussi assumer mes dépenses personnelles. J'ai laissé
parce que je faisais beaucoup de livraisons de marchandises, je travaillais dans une quincaillerie, en tout cas, je ferai grâce de tous ces détails-là, pour vous dire que, justement, j'ai passé la saison avec Saint-Eustache. Et durant cette saison-là, il y a beaucoup de dépisteurs des équipes majeures qui, je ne savais pas, surveillaient mon travail sur le terrain. Et à un certain moment, j'ai été invité à aller pratiquer avec une équipe qui appartenait aux Phillies de Philadelphie à Trois-Rivières. Et ça, c'était à l'époque dans la Ligue provinciale. Québec était dans cette ligue-là également, puis d'autres villes, nous on échappe. Et finalement, j'étais même allé pratiquer avec les Phillies de Trois-Rivières, qui étaient affiliés évidemment à Philadelphie, et le dépisteur, qui était un Américain, Dale Jones, était très intéressé à mes services, et il avait rencontré mon frère. Il y a eu 4 autres équipes, dont les Dodgers, les Indiens, et une autre, en tout cas, il y était 5 équipes. Les Yankees, peut-être? Pas les Yankees, non. Non, pas les Yankees. Non. Je peux quand même... Parce que Cleveland, ça, ils étaient très présents au Québec à ce moment-là. Il y avait les Braves, évidemment. Parce non, que il y avait les White Sox avec un monsieur Benny Hoffman. Il y avait les Giants avec un ami Tony Travis, qui était un ancien receveur, et Bob Truckler. Puis les Braves de Boston, à l'époque, qui sont devenus les Braves de Milwaukee. Mm-hmm. Et il s'est nommé Doc Gautreau, qui était le dépisteur. Qui a joué au baseball majeur. Un franco-américain. Vous parlez français, M. Gautreau? Oui. Gautreau, oui. Très gentil, monsieur. Et par la suite, lorsque les Braves ont transféré la franchise à Milwaukee, c'est Roland Gladu qui a été nommé dépisteur pour la région de Montréal et le Canada. Et Roland Gladu a poursuivi les discussions avec mon frère. Puis, il avait beaucoup d'intérêt. Il m'a emmené pratiquer mon coup de bâton, je me souviens. Lui, il était un excellent frappeur, Roland Gladu. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, absolument, oui. C'est un gars, c'est un Québécois qui était un excellent joueur de baseball. Alors, finalement, pour une raison ou pour une autre, ben, je pense que je dis pour une raison ou pour une autre, c'est parce qu'ils m'ont offert le boni le plus élevé. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de séance de repêchage. Mm-hmm. Et l'habitude, la politique des clubs majeurs, c'était d'offrir des boni pour signer à des joueurs. Et moi, il avait offert à mon frère, quand je suis mineur, je ne pouvais pas signer de contrat avec un club de majeur. Alors, ils m'avaient offert un boni qui était le plus élevé du groupe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai terminé avec la signature des Braves. Oui. Plusieurs pensent que vous avez signé en même temps que Claude Raymond, mais c'est pas du tout le cas. Hein? Non, moi j'ai signé en septembre et je ne savais pas que Claude négociait avec Milwaukee, avec qui que ce soit, parce que je demeurais à Montréal, à Saint-Jean, puis nos communications étaient moins fréquentes. Et je l'ai appris plus tard.
Claude, au mois de décembre, a signé avec les Braves de Milwaukee. Et j'étais extrêmement heureux de cette décision-là de sa part, parce que ça me faisait un compagnon pour me rendre au camp d'entraînement. Donc, vous signez avec les Braves, vous êtes professionnel avec les Braves. Au moins, vous n'êtes pas le seul francophone. Votre anglais, il est comment à ce moment-là? Et celui de Claude? J'avais l'intérêt pour apprendre la langue anglaise. Et j'avais commencé lorsque j'étais mascotte des Braves de Saint-Jean. Parce que quand j'ai joué junior à Saint-Jean, j'étais mascotte également des Braves. Claude également. Claude et moi, on était ensemble et on suivait le club très attentivement. Et il y avait à l'intérieur de ce club-là des joueurs qui nous portaient une attention, je dirais, fraternelle. Il y avait un bonhomme qui a joué les majeurs par la suite qui s'appelait Ruben Gomez, un lanceur que j'ai lancé pour les Giants de San Francisco, qui était un homme vraiment remarquable. Il nous accordait une importance incroyable. C'était un jeune homme, c'était pas un homme qui pouvait être considéré comme notre père, absolument pas. C'était un jeune homme à l'époque. Et vraiment, c'était un gars qui était très attachant. Alors, on a été mascotte et ça me permettait mon contact avec Ruben, puis avec d'autres joueurs de l'équipe, parce que tout le monde parle anglais. Dans l'abri des joueurs, dans le vestiaire, tout le monde parlait anglais. Alors, je pratiquais. Puis aussi, même à l'école primaire, il y avait un professeur dont je me souviendrai tout le temps, qui s'appelait M. Parent. Et j'étais bien intéressé à ses cours d'anglais. Puis j'accordais peut-être plus d'importance à l'anglais que d'autres matières. Au déplaisir de mon frère et de ma mère. Ouais. À quel endroit se déroulait le camp d'entraînement? C'était évidemment... Le camp d'entraînement, c'était à Waycross, en Georgie. Bon, et petite anecdote en rapport avec ça, c'est que le soir qu'on a pris le train, Claude Raymond et moi, pour nous rendre en Georgie, la seule personne qui était là, c'était ma copine. Ça faisait 3 ans que je fréquentais la même jeune fille qui s'appelait Janine Lalonde et qui est devenue, et avec qui je partage ma vie depuis 73 ans. Alors, elle était la seule à nous accompagner à notre départ. Alors, Claude et moi, on a pris le train et sur le train, à cette époque-là, le club de hockey canadien jouait le samedi à Montréal, puis le dimanche jouait dans une autre ville américaine. Et finalement, ce que je retiens cette situation-là, c'est le fait qu'on peut dire vraiment que mon apprentissage de l'anglais, pour répondre à votre question, est vraiment quelque chose que j'ai cultivé. Je lisais beaucoup ici en anglais, alors ça m'a aidé beaucoup. Mais pour revenir à notre trajet entre Montréal et la Georgie, on a rencontré le club de hockey canadien qui s'en allait jouer à New York le dimanche. Et c'était un samedi soir, ça. Alors, et à notre grande surprise, Maurice Richard est venu nous saluer, Claude Raymond et moi. Ça nous a beaucoup touchés. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de contacts dans mon parcours avec Maurice Richard. Mais ça,
ce geste-là de sa part, nous, vous savez... Oui, c'est en 1955, ça c'est pas longtemps avant l'incident du forum, ça. J'aimerais que vous me parliez, il y avait un membre... Lors de l'incident du forum, on était au grand entraînement. C'est ça, hein? Et on suivait ça. Oui, hein? Et Roland Aymon, qui s'occupait de nous... Roland Aymon, qui s'occupait de nous beaucoup au grand entraînement, c'était un des cadres des Braves de Milwaukee qui parlait un français impeccable. Et Roland s'occupait de nous comme si on était ses petits frères. Et Roland, tous les jours, nous parlait de ce qui se passait au Forum et ce qui se passait à Montréal avec ce qui s'était produit ici. Roland Aymon, un franco-américain qui a connu une carrière exceptionnelle dans le monde du baseball. C'est lui qui s'est occupé de vous autres, dans le fond, pendant que vous étiez au camp d'entraînement en Géorgie. Là. Absolument, oui. Non, et, vous savez, nous, il y a beaucoup de choses qui, à ce moment-là, qu'on a découvert. Vous savez, durant notre jeunesse à Saint-Jean, on a côtoyé beaucoup de gens qui étaient de race noire. Qui venaient de partout. Puis pour nous, c'était des êtres humains à égalité. Et lorsqu'on est arrivé au camp d'entraînement, là on a réalisé comment c'était différent, cette situation-là de discrimination avec les Noirs. Les Noirs étaient logés dans un compartiment. D'abord, au camp d'entraînement, on logeait dans des anciennes casernes militaires. Et les Noirs, eux, étaient logés dans un ajout à une des casernes. Et dans des espaces assez restreints. Et cette séparation-là, pour nous, c'était étrange. C'était vraiment, vraiment différent de notre façon de penser, de percevoir. Ça vous a touché beaucoup, ça? Ça nous a secoué. Oui. Secoué beaucoup. Il y avait à ce moment-là un noir qui était très connu, qui était un excellent joueur de hockey, qui était au camp d'entraînement, Bill O'Ree. Billy O'Ree. Et Bill, qui était un gentil monsieur, a quitté le camp d'entraînement. Il est arrivé à une situation vraiment désagréable, déplorable, puis il a quitté le camp d'entraînement. Pas parce que, à cause de son jeu ou à cause de son évolution sur le terrain, mais à cause de la situation qui prévalait au camp d'entraînement. Je ne connais pas l'origine de Bill O'Ree, mais je pense qu'il était peu familier avec une situation semblable. Contrairement aux Noirs américains qui vivaient ça quotidiennement. Et ça, vous savez, ça s'est poursuivi. Cette culture-là différente, cette façon de penser totalement contraire à ce qu'on a vécu dans nos enfances respectives, Claude et moi. Et à vos valeurs? À nos valeurs profondes. Lorsque on voyait les Noirs qui faisaient partie de notre équipe, quand on l'a joué plus tard pour une équipe de la Floride, lorsqu'on voyait leur sort qui était accordé aux Noirs, on n'en revenait pas. D'ailleurs, c'est moi qui allais chercher. Ils nous attendaient dans l'autobus, les Noirs. Ils venaient pas manger avec nous au restaurant. Et c'est moi qui leur apportais leur souper, dans la plupart des cas.
parce que j'étais bien chum avec eux autres. Mhm. Et pour moi, c'était tout à fait naturel de faire Ouais. des choses comme ça. Alors, le camp d'entraînement, c'était quand même toute une aventure. Ouais. Il y avait Milwaukee à ce moment-là avait 6 équipes dans le baseball mineur. Donc, ça leur prenait 12 receveurs. Ils mettaient 2 receveurs par équipe. Et on était 47 candidats. Et évidemment, j'étais le plus jeune. Je me demandais comment est-ce que ça allait aboutir. Mais je ne peux pas vous dire vraiment que ça m'inquiétait outre mesure. Tu sais. Vous étiez le plus jeune, mais après les recherches, on s'est rendu compte que vous étiez considéré un an plus jeune que vous étiez. C'est parce que ma date de fête chevauchait. Mm-hmm. Parce que en 55, j'avais 18 ans, Mm-hmm. mais au mois de novembre. Oui, mais même dans les comme durant le camp d'entraînement, durant la saison Ouais. de baseball, j'avais une âge à la fin de la saison, au mois de novembre. Ben même à ça, votre année de naissance, là, je vous ai montré des documents officiels, puis vous étiez, c'est pas mon année de naissance, là. On avait retranché une année à votre. Ça, c'est ouais. probablement M. Gladu là, qui avait fait ça pour vous paraître plus jeune. Ce qui se faisait souvent avec les athlètes québécois à l'époque. Hein. Ouais. Quoique, lorsqu'on s'est présenté au camp, suite au camp d'entraînement, finalement, Claude et moi, on nous a désigné West Palm Beach Ouais. pour aller jouer dans la Florida State League. Alors, c'était à ce moment-là avec une équipe qui était pilotée par un ancien receveur, Ouais. Bill Stanicki. Claude Raymond en a beaucoup parlé de Bill Steinecke dans ses livres, dans ses entrevues. Ouais. Bill Stanicki était un homme assez particulier. Moi, il me considérait comme son fils. Lorsqu'on jouait tout près, dans une ville près de l'endroit où était sa demeure permanente, à Saint-Augustine, il me demandait toujours d'aller coucher avec lui dans sa demeure principale pour voir sa femme. Puis j'avais aussi l'impression que c'était pour faire plaisir à sa fille qui était venue à West Palm Beach, puis avec qui on avait eu une bonne relation. Donc, vous avez dit. Ceci dit, on a joué une année et au camp d'entraînement, on disait, Claude Raymond et moi, la plus jeune batterie du baseball professionnel. Tu sais. Il s'en servait pour la promotion, évidemment, de l'équipe. Est-ce que son répertoire avait changé, Claude? Parce que vous l'aviez quand. Son répertoire à Claude, ça faisait quelques années que vous ne l'aviez pas vu, que vous n'aviez pas lancé avec. À ce moment-là, son répertoire, est-ce que vous étiez familier Non, ou. j'étais familier avec. Ouais, vous saviez ce qu'il lançait, là. Claude Raymond, je pense qu'on en a déjà discuté. À ma soutenance. Claude Raymond, c'est pas un gars qui avait une balle ultra rapide, mais sa balle a bougé. Et ça, vous savez, chez un lanceur, faire bouger une balle, c'est pas quelque chose qui est technique, c'est quelque chose qui est naturel. D'où ça vient, à quel moment, est-ce que c'est le poignet, est-ce que c'est le coude, est-ce que c'est le bras, est-ce que c'est l'épaule, c'est quoi? Je pourrais vraiment pas répondre à cette question. Mm-hmm. En tout cas, j'ai pas cette science-là. Ceci dit, Claude, ça va la boucher. Et Claude avait un contrôle extraordinaire. Et en plus de ça, il y avait des nerfs d'acier. Tu sais, c'est sa force. Tu sais. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec lui et puis à être son receveur.
J'ai regardé vos statistiques à West Palm Beach. Il y a beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup d'allées et venues au cours de l'année au sein de l'équipe. Je pense que dans le baseball mineur, je pense que ça se produit pas mal. Mais il y en avait pas mal cette année-là avec West Palm Beach. Mais il y avait des gars, il y avait des joueurs qui étaient d'anciens joueurs des majeurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre recherche. Il y avait un ami Roberts qui avait joué pour les sénateurs de Washington, qui était notre premier but. Mais je regardais, vous étiez un frappeur gaucher. Ah ouais. Moi, je pense que j'avais des forces et des faiblesses. Et ma grande faiblesse, c'était de frapper des lanceurs gauchers. J'avais beaucoup de difficultés à frapper des lanceurs gauchers, à un tel point que les Braves, dans leur organisation, avaient à l'époque un bonhomme qui s'appelait Paul Wainer. Paul Wainer, c'est une légende de baseball, un ancien joueur des Pirates de Pittsburgh. Il est membre du Temple de la Renommée. Tout un frappeur. Et un homme fort sympathique. À la fin de la saison, il m'avait dit, Yvan, l'an prochain, je t'adapte. Puis les frappeurs gauchers, les lanceurs gauchers, tu vas affronter ça avec plaisir. Je te le garantis. Il m'avait dit ça, tu sais. Finalement, c'est pas matérialisé parce que j'ai quitté la saison suivante. Oui, mais par rapport à votre saison offensive, bon, je vous trouve un peu sévère par rapport à votre évaluation, parce que je regardais, vous avez reçu un grand nombre de buts sur balle. À ce moment-là, on ne portait pas attention à ça, le nombre de buts sur balle, mais vous avez été un des meilleurs de l'équipe pour recevoir des buts sur balle. Si vous jouiez aujourd'hui, là, les recruteurs vous regardez, vous dites, wow, je pense que, très honnêtement, je ne sais pas, vous êtes un expert de baseball, moi je suis loin de ça. Et ce que il me semble que c'est plus facile pour un receveur de bien juger la balle lorsqu'on est frappeur au marbre. C'est plus facile. Parce que comme receveur, vous étudiez la balle dans tous les sens et dans toutes les directions et dans tous les mouvements. Et quand vous êtes au bâton, évidemment, ça ne peut pas vous échapper. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle... Mais ce que vous dites là, très honnêtement, c'est la première fois qu'on me dit ça. J'allais vous demander... J'aurais aimé à ce moment-là avoir le même nombre de circuits. Écoutez, vous avez devancé ma prochaine question, à savoir si vous étiez conscient qu'attirer des buts sur balle, c'était profitable pour votre équipe offensivement, parce que ça a pris du temps avant qu'on reconnaisse qu'un but sur balle, c'était une bonne chose. Là. Mais, vous savez, oui, mais encore aujourd'hui, pour moi, quand je regarde beaucoup de baseball, je regarde beaucoup de descriptions de match, puis je suis encore très intéressé. C'est un sport que j'adore, le baseball. Ma femme, d'ailleurs, prend beaucoup de plaisir à regarder des matchs de baseball avec moi. Ceci dit, j'attache aussi d'importance aujourd'hui aux joueurs qui prennent le premier but, comprends-tu, avec un but sur balle, ça vaut un coup sûr. C'est ce qu'on disait à l'époque. C'était votre seule saison professionnelle, et si vous n'êtes pas revenu, c'est pas la décision de l'organisation, c'est vous qui avez décidé que c'était terminé après un an. Mais l'organisation, parce qu'il avait investi en moi, en me donnant un boni, ils m'ont suspendu du baseball professionnel parce que je ne me rapportais pas la deuxième année au club qui m'aurait signé. Je les avais averti que suite au grand entraînement, ma carrière de baseball professionnelle était terminée. Vous aviez fait le camp d'entraînement 56? Oui. Et c'était mon meilleur camp d'entraînement. En plus. Avec l'expérience. Puis Paul Wainer avait commencé à travailler avec moi. Est-ce que ça fonctionnait?
on avait une bonne relation, Mhm. mais est-ce que ça se reproduit, là, je ne sais pas. De toute façon, très très honnêtement, je pense que j'avais pas tous les talents pour briller dans le baseball majeur. Et ça, évidemment, ça a été pas le principal facteur, mais c'était un facteur très important dans ma décision de quitter le baseball. Vous êtes quand même présenté au camp d'entraînement. Est-ce que quand vous êtes parti, déjà, vous aviez un doute? Mais il y avait une raison à ça, c'est que dès le départ, on voulait que Claude et moi, qu'on passe une saison avec les Braves de Québec. À Québec? Ah ouais, dans la Ligue provinciale. Mais durant le camp d'entraînement, la Ligue provinciale a cessé ses activités. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais été joué à Québec, autrement plus moi. Et là, avant de se présenter à l'équipe qui nous désignerait, je suis revenu à Montréal. C'est là que j'ai poursuivi ma réflexion, puis j'ai décidé de quitter le baseball. Il y avait aussi d'autres facteurs extrêmement importants. Je vous avoue très humblement que ce style de vie-là ne me plaisait pas. L'environnement humain aussi, mon expérience à West Palm Beach, ça n'a pas été une expérience négative, au contraire, j'ai appris beaucoup et j'ai découvert énormément les États-Unis par le fait même. Et le Sud particulièrement. Et aussi la culture américaine. Mais il y a une chose, l'environnement humain, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ouais, ça vous a marqué visiblement, ça? Ben, ça m'a marqué dans le sens que je n'ai pas d'un milieu où on appréciait particulièrement un langage semblable, où on respectait pas les êtres humains, et entre autres les femmes. Mm-hmm. Tout l'environnement humain, à ce moment-là, sans rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose, vous savez, qui a été pour moi une grande source de valorisation. Il y a aussi le fait que je voulais vraiment faire des études universitaires. Pourquoi? D'abord, au moment où j'aurais pu en faire, mes parents n'avaient pas les ressources financières pour me permettre d'en faire des études. Et je voulais faire des études. Pourquoi? Parce que quand vous prenez votre père à 6 ans, vous commencez à travailler à 7 ans, vous voyez peut-être la vie différemment. Et dès à ce moment-là, je voulais vraiment avoir une vie plus stable, plus sécure, plus naturelle que de m'expatrier pendant 6 mois, C'était pas une vie qui m'offrait une stabilité et aussi ça m'empêchait de faire les études que je voulais faire. Il y a aussi le fait que je pensais vraiment aussi à fonder éventuellement une famille, puis je voulais pas attendre à 35 ans, ou à 37 ans, ou à 30 ans, je voulais le faire dans des années. Puis la dernière, puis pas le dernier facteur, puis pas le moindre, peut-être un qui a dominé tous les autres, c'est le fait que ma mère, veuve, me voir partir comme ça 6 mois. Je recevais des lettres qui m'affectaient énormément.
énormément. Et d'ailleurs, j'ai conservé ces livres-là. Et je ne pouvais pas poursuivre ça. C'était vraiment contre ma nature. Je vous le dis en toute sincérité, c'était la meilleure décision de ma vie. Au fil des années, vous avez regardé votre fiche, il y a des fiches de baseball mineur de chacun des joueurs. La vôtre, vous êtes resté dans le giron des Braves pendant plusieurs années. Avez-vous reconsidéré votre décision? Est-ce que les Braves ont recommuniqué avec vous à un moment donné pour tenter de vous faire revenir sur votre décision? Pas ma souvenance. Je n'ai jamais en aucun temps remis en question ma décision, sauf qu'il y en a plusieurs qui me l'ont rappelé que je n'aurais jamais dû faire ça. D'abord, des gens de mon entourage. Mon beau-père, moi, est un homme qui adore le baseball. Et lui, quand je lui ai annoncé que je quittais le baseball professionnel, ça lui a fait beaucoup de peine. Ça, je trouve ça dommage. Il y a aussi des journalistes qui avaient mis qui m'avaient consacré beaucoup d'importance quand je jouais junior, puis senior, puis tu sais, là. Et ces gens-là, eux, avaient confiance, tu sais, que je fasse les majeurs, puis que et ces gens-là, je les ai déçus. Ça a pris du temps un peu de renouer la relation qu'on avait, mais ça s'est produit. Heureusement, à cause de mes activités qui ont suivi, mes activités professionnelles, et aussi à cause de mes activités philanthropiques, tu sais, des gens qui ont renoué la confiance qu'ils avaient en moi, pas en joueur de baseball, mais en tant qu'individu. Oui. Votre intérêt pour le baseball ne s'est pas arrêté là, parce que pas longtemps après, vous avez même dirigé les équipes de baseball là, par la suite. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai cessé, quand je suis revenu à Montréal, deuxième camp d'entraînement, et que j'ai décidé de laisser le baseball professionnel, mais évidemment, ça s'est ébruité d'un jour ou l'autre. Et il y a un bonhomme qui m'a appelé. Vous savez, à l'époque, la Ligue Montréal Royal Junior était financée par des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui étaient un peu reliés à la politique. Parce que le président de la Ligue Montréal Royal Junior, c'est un politicien qui était ministre dans le cabinet du Plessis, et qui était M. Thibault. Et lui, il avait recruté des hommes d'affaires qui faisaient affaire avec le gouvernement pour financer chacune des équipes juniors. Il faut se rappeler que M. Duplessis aimait beaucoup le baseball. Hein? Et beaucoup. Ah ouais. Et là, ce qui s'est produit, finalement, c'est que non seulement M. Thibault avait recours à ces gens-là, mais ces personnes-là étaient bien intentionnées dans le fond, puis gagnaient leur vie évidemment en faisant des routes, puis en bâtissant des ponts. Et il y avait un bonhomme qui s'appelait Raymond Lagacé, un homme vraiment foncièrement bon, qui a communiqué avec moi. Il était le président du club Laval Amsac. Il m'a appelé, puis il me dit je veux te rencontrer. Ça me fait plaisir, M. Lagacé. Moi, je le connaissais, je ne savais pas qu'il me connaissait. Il dit si tu veux, on va luncher ensemble.
Je dis, ben oui, à votre convenance. Il dit, viens donc me rencontrer, c'est possible, es-tu disponible demain midi? Je dis, ben oui. Il dit, viens me rencontrer chez Dagwood. Dagwood était un restaurant à l'époque très, très coté. Où je suis allé chez Dagwood, là, la première fois que je vais dans un restaurant de ce calibre-là. Et là, il m'avait mis bien à l'aise, M. Lagacé, tout ça. Il dit, je t'appelle Yvan, il dit, parce que j'ai un poste à t'offrir. Je dis, ah oui. Il dit, oui, j'aimerais que tu deviennes gérant, puis directeur gérant de mon club de baseball, Laval. Je dis, M. Lagacé, écoutez, une minute là. Est-ce que vous connaissez mon âge? Je dis, oui, je le connais. Est-ce que vous connaissez mon expérience comme coach de baseball? Mais il dit, je sais que tu as coaché Pee-Wee, puis tu as coaché Midget. Parce que quand je jouais à junior, je coachais aussi, je coachais les jeunes, j'aimais ça. Et alors, il dit oui, mais il dit, je te connais suffisamment en termes d'individu, pour l'attitude du terrain baseball. Il dit, je te ferai confiance pour occuper ce poste-là. Puis j'aimais bien ça, tu l'acceptes. Je dis, monsieur Lagacé, je regrette bien gros, mais c'est pas dans mes plans. Je dis, là, je me cherche du travail. Puis je veux continuer à chercher du travail. Il dit, quel est le travail que tu veux faire? Je dis, je veux assumer une fonction dans le milieu du sport. Il dit, ah ouais? Il dit, est-ce que tu permets que je t'aide à trouver un emploi? Je dis, monsieur Lagacé, je n'en demande pas autant. Il dit, en tout cas, on se laisse là-dessus, puis tu vas te rappeler. Le lendemain, il me rappelle, et dit, j'aimerais ça que tu rencontres le directeur des parcs et terrains de jeu de Saint-Laurent, Arthur Lessard. J'ai dit... C'est le même Arthur Lessard qui est impliqué dans la Ligue majeure du Québec, ça? Au hockey? Oui, il a joué dans la Ligue américaine de hockey. Mm-hmm. C'est un... Qui a été dirigeant par la suite, là, pendant longtemps. Ah non, c'est un gars qui est allé en archéologie. C'est un gars qui n'avait pas de formation dans le domaine, mais qui a fait des grandes choses dans le domaine de l'archéologie à Saint-Laurent et à Laval. En tout cas, c'est un gars qui avait un sens d'organisation extraordinaire. Alors, je l'ai découvert après, parce que je ne le connaissais pas comme ça antérieurement. Alors, là, M. Lagacé dit, on pourrait-tu se rencontrer au même endroit demain? Il dit, je dois te présenter sur le sort. Je dis, ben oui. Il dit, je pense que ça va t'intéresser. Là, on ne peut pas refuser ça. Là, je rencontre Arthur Lessard. Et c'est là que Arthur Lessard, après avoir discuté avec lui, j'ai rencontré le lendemain et il m'a offert un poste avec l'idée de me nommer éventuellement son assistant. Et j'ai pris beaucoup d'expérience parce qu'il m'a confié. Le hockey était très très fort à Saint-Laurent à l'époque, mais le baseball était très très faible. Et il m'a confié essentiellement la responsabilité de monter toute l'organisation du baseball. Ce que j'ai fait avec grand plaisir. C'est là quoi j'ai créé à Saint-Laurent des Little League, des Pony League, Club Midget, juvénile, puis après ça junior. Alors c'était vraiment une belle expérience. Mais entre-temps, l'Université de Montréal a ouvert un cours pour les gens qui étaient déjà dans le milieu, pour aller chercher un diplôme en éducation physique et en archéologie, qui appelait à ce moment-là la récréation. Et finalement, j'ai accepté l'offre de M. Lessard et M. Lagacé il dit oui, tu acceptes, il dit à condition que tu viennes coacher mon club. Évidemment, il y avait quelque chose derrière ça. Là. Mais j'ai dit, écoutez, M. Lagacé, j'ai dit ce que j'avais à vous dire, si vous pensez que je suis l'homme de la situation, moi, avec ce que c'est que vous venez de faire pour moi, je peux rien vous refuser.
Fait que c'est là qu'il m'a confié. Et c'était une bien belle expérience. Vous avez dirigé cette équipe-là pendant combien de temps? 2 ans. On a eu pas mal de succès. J'avais 2 joueurs, entre autres, qui jouaient pour moi à l'époque, qui sont devenus des grands joueurs de hockey. Rodrigue Gilbert, puis Jean Rattel. Ah, les deux étaient déjà ensemble à ce moment-là? Ouais, mais c'était 2 bons joueurs de baseball. D'excellents joueurs de baseball. Ah ouais. On avait une bonne équipe. C'est tous les jeunes. Ce qui arrivait, c'est que Laval avait développé comme réputation de payer des jeunes juniors, de leur donner toutes sortes de compensations. Et là, M. Lagacé voulait cesser ça. Et tous ceux qui n'ont pas accepté le nouveau régime n'ont pas continué à jouer pour Laval. Et on leur a permis de jouer ailleurs. Et on avait tous des gens qui étaient du même niveau. On n'avait pas de joueurs payés puis d'autres pas payés. Tous les gens, il n'y avait personne de payé sur l'équipe. Et c'était très intéressant comme expérience. Ouais. Vous êtes retraité aujourd'hui, mais vous continuez à vous intéresser de près à ce qui se passe dans le monde du baseball, à regarder des parties. Vous êtes un ancien receveur. Le baseball a changé. On s'attend beaucoup au fait que les receveurs, il y a des choses qui ont changé aujourd'hui. Puis, bon, avant l'entrevue, on m'a dit, oui, j'ai des choses que j'ai observées, puis il y a des choses j'ai des choses à dire. Je vous écoute par rapport à ça parce que c'est intéressant. Là, parce que, évidemment, le genou par terre, par exemple, ne fait pas l'unanimité. Moi, je pense que la position des receveurs de l'amable, c'est pas une position qui leur donne beaucoup de mobilité. Beaucoup de mobilité pour pivoter à gauche ou à droite selon les lancers qui parviennent, qui parfois sont des mauvais lancers de la part du lanceur. Ils sont pas aptes à attraper ces balles-là rapidement parce qu'ils ne sont pas dans une position de le faire. Ils ont souvent un genou encore à terre. Donc, toute cette fraction de seconde-là qu'ils perdent, c'est autant de temps qu'ils perdent à attraper une balle. Ce qui est encore plus majeur, c'est de lancer au deuxième but. Ils perdent du temps, encore une fois, à prendre une position pour lancer au deuxième but, parce que leur mobilité ne leur permet pas, à cause du fait qu'ils ne sont pas accroupis, ils sont assis sur un genou. Vous faites référence, dans le fond, au jeu de pied des receveurs, hein, quand vous dites ça. Oui, forcément. Oui, oui, un jeu de jambes, à gauche et à droite. Tu sais. Vous savez, je me souviens à l'époque, ça a changé. J'allais couvrir le premier but. Le receveur courait jusqu'au premier but pour on allait couvrir le premier but. Je pense pas. C'est peut-être plus nécessaire, je ne sais pas, je n'ai pas étudié cet aspect-là du jeu. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la position des receveurs, de plusieurs receveurs derrière la balle, à mon point de vue, elle n'offre pas la mobilité nécessaire pour taper des balles à gauche, à droite et pour lancer au deuxième but. En plus de ça, je pense qu'ils ne donnent pas une cible à lancer aussi bonne aux lanceurs. Parce qu'antérieurement, la cible était la suivante. Nos deux genoux étaient la cible du bas et même la cible de chaque côté du marbre. Et notre mitaine d'un côté et le point fermé de l'autre. Ça donnait tout simplement la dimension d'une prise.
La largeur de la cible, dans le fond. La cible du lanceur. Et aujourd'hui, ils font différemment. Il y en a qui le font, là, mais la majorité des receveurs ne le font pas. Moi ça ne m'empêche pas quand même d'apprécier beaucoup. Est-ce qu'il y a un receveur qui retient plus votre attention que d'autres dans leur travail dans le baseball d'aujourd'hui? J'imagine que vous les observez un peu plus, c'est assez clair. Là. Moi, je trouve... non, il n'y a vraiment pas un receveur, moi, qui se détache, là. Qui m'épate. Non. À votre époque, les receveurs principaux, c'était Roy Campanella, il y avait Yogi Berra. Roy Campanella. Dans l'organisation des Braves, c'était Del Crandall, si je ne me trompe pas, qui était là à ce moment-là. Ah ouais, je le voyais dans ma soupe, Del, un bon gars. Puis après ça, il y a eu un bonhomme qui venait en même temps que moi, qui avait un bras extraordinaire, qui s'appelle Bob Uecker. Qui a joué, oui, qui s'est fait connaître et sur le terrain et comme analyste, en fait. Là. Bob, je vous raconterai des anecdotes de Bob. Puis donc, déjà à ce moment-là, il faisait son comique? Il a toujours été comique, Bob Uecker. Mais il faisait quand même, parfois, des coups pendables. Il faisait des coups pendables. Moi, des fois, je disais, Bob, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. On était bien amis ensemble. Mais tu sais, tu as deux receveurs, puis tu es plus âgé que moi. Mais il a fait les majeurs. Oui. Il était bon. Lui avait un gars, hein. Il avait un bon bras. Oui, il s'est moqué de sa propre carrière. Il s'est moqué de sa propre carrière parce qu'il avait de la difficulté à frapper. Mais son excellence défensive l'a gardé dans les majeurs, lui. Il avait un bras. Ouais. Ouais. C'était un des 12 que... Oui, qui ont gardé. C'était un des 12 que les Braves ont gardé au Canada maintenant. Yvan Dubois, merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait extrêmement plaisir.